Au cinéma, la sobriété de son jeu, au théâtre, la sobriété de son expression ont fait de Carole Bouquet une comédienne reconnue. Mais la réalité de son art, c'est d'avoir su domestiquer une beauté qui aurait pu l'enfermer à jamais dans des rôles de simple représentation iconographique. Surmontant ses avantages, elle est entrée dans tous les rôles et dans tous les registres, dont aucun d'ailleurs ne lui est aujourd'hui interdit. Dans le cinéma de Carole Bouquet, c'est maintenant. Carole Bouquet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Lorsqu'on vous voit à l'écran ou à la ville, on a du mal à imaginer que vous ayez pu faire autre chose que ce que vous faites. Est-ce que vous avez envisagé, vous, de faire autre chose? J'ai pas eu le temps, parce que ça s'est décidé à 18 ans. La ville a un peu décidé pour moi. C'est-à-dire le jour où j'ai dit que je voulais devenir actrice, pratiquement, je suis rentrée au conservatoire. Sans l'avoir préparé, mais vraiment un peu comme un accident, même si j'ai passé le concours. Comme les timides, c'est au fond comme quand on saute une falaise. Hein. Et puis tout de suite, j'ai fait un film à l'extérieur, qui était le film de Buñuel. Donc, Mais avec l'idée d'en faire un métier, une carrière, ou en tout cas une occupation, ou de vous prendre un moment de vie Ah non, avec l'idée de travailler et et suffisamment gagner ma vie pour en vivre. J'avais besoin d'indépendance, j'avais besoin de... Donc, moi, j'avais pas de famille derrière pour m'aider à vivre. Donc, si je faisais ça, il fallait que je puisse en vivre. J'avais pas prévu que ça se passerait aussi vite, du tout. Et étrangement, quand j'étais au conservatoire, je travaillais pas parce que j'avais très peur et que j'étais très intimidée, paralysée, en regardant les autres acteurs qui, eux, avaient de l'expérience, et moi, j'en avais pas. Donc, j'ai jamais passé de scène. J'ai été renvoyée 3 fois du conservatoire. 3 fois, mes professeurs m'ont fait re-rentrer en disant « Mais non, elle est là, elle regarde, elle écoute ». Mais par contre, je passais pas de scène. Et puis, par contre, à l'extérieur, je travaillais. Le film de Buñuel, je l'ai fait pendant que j'étais au conservatoire, ce qui m'a valu d'être renvoyée de nouveau, puisqu'à cette époque-là, on ne travaillait pas quand on était au conservatoire, ce qui est quand même assez paradoxal. Et au moment où vous avez reçu cette proposition, est-ce que vous aviez encore cette paralysie? Parce oui, j'avais, mais j'avais autant, mais la différence, c'est que vous signez un contrat, vous en savez quelque chose, donc, et donc j'étais bien obligée, quand on disait moteur, d'y aller. Comment est-ce qu'on surmonte cette difficulté? Il y a l'obligation, bien sûr, comme vous dites, il y a le contrat que vous signez, mais la première fois que vous êtes face à une caméra, si vous la devinez, si vous essayez de la domestiquer, c'est quand même pas facile quand on a ces inhibitions. D'abord, on n'essaye surtout pas de la dominer ni de la domestiquer, on s'en occupe surtout pas. J'étais dans un état de paranoïa intense parce que sur un plateau, tout le monde parle, murmure, donc je me disais, il n'arrête pas de dire que je suis très mauvaise et tous les jours, je pensais être envoyée. Et puis après, je me disais, il me renvoie pas, c'est parce qu'il doit faire avec moi, le pauvre homme. Et vous aviez passé enfin ça se faisait, des essais, ça se fait oui. Toujours. Oui, j'avais passé des essais, mais je croyais quand même pas que c'était suffisant. Donc, j'ai un souvenir d'un trou noir. Qui est une première parenthèse, comme ça. Oui. On va regarder, si vous le voulez bien, un extrait de cet obscur objet du désir, Buñuel, 1977. Viens dans mes bras, n'aie pas peur. Oh, ma Conchita, tu m'as fait attendre longtemps. Mais maintenant... Ne chante pas, Victor, trop tôt. Oh, ta peau est douce. Et ton ventre... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Ce que je sens là. Qu'est-ce que tu portes? Enlève ça. Non. Je vais te l'arracher, moi, tu vas voir. Laisse-moi, tu n'y arriveras pas. Un de Dieu.
Vous avez choisi la scène que j'ai le plus détestée. Fabriqué. Oui, parce que comme on était deux à jouer le même rôle, ça s'est passé de façon un peu particulière, ce film. Au départ, c'était une autre actrice qui jouait le rôle. Et puis, on m'a appelé un matin et on m'a dit « Qu'est-ce que vous faites en ce moment ?» de la part de la production du Buñuel. Je pensais que c'était quelqu'un qui me faisait une blague, donc j'ai raccroché le téléphone. Le téléphone a ressonné en disant « Non, ne raccrochez pas. Est-ce que vous voudriez bien aller à Madrid faire des essais ?» Je dis « Mais pourquoi faire des essais? Des essais de quoi? Le film est en train de tourner. » Je raccroche de nouveau en disant « Franchement, c'est pas drôle. » Et puis après, 1 heure après, quelqu'un sonne à ma porte et me dit « Écoutez, croyez-moi, voilà un billet, un scénario, un costume d'ailleurs dont ils ont besoin. Prenez cet avion. » Je dis « Mais enfin, c'est quoi? C'est la traite des Blanches. » Je me souviens très bien parce que j'avais dit ça. Je dis « Mais enfin, dites-moi pourquoi faire. » Il me dit « Non, je peux pas. » Donc je vais là-bas. On me met pas dans l'hôtel de l'équipe. Le premier assistant vient me voir et me dit « Alors, l'actrice qui fait le film, Buñuel ne veut plus travailler avec. Donc, vous allez faire des essais demain. Et vous n'êtes pas la seule, d'ailleurs, il y en a une autre. Vous n'aviez jamais vu une caméra à ce moment-là, enfin, professionnellement parlant? Non, alors j'ai fait les essais le lendemain. Et il y avait un seul rôle de femme. Donc vraiment, moi, je ne comprenais pas ce que je venais faire là-dedans. Bon, alors après, on me dit qu'il y a 2 actrices qui viennent faire des essais. Le lendemain, elle fait des essais. Et j'étais au bar de l'hôtel, je me souviens très bien, avec le producteur, qui était un producteur extraordinaire, Serge Silberman. Il me dit, ne vous inquiétez pas, la veille au soir, il me dit, avec force vodka, pour lui d'ailleurs, parce qu'il était quand même assez angoissé. Son film, Buñuel ne voulait plus tourner. Hein, donc, il m'a dit, mais on fera d'autres choses ensemble. Je fais d'autres choses. Tant qu'à faire, je préfère que ça soit ça. Le lendemain, on est au bar toutes les deux. On est devenus amis très vite avec Angela Molina qui avait fait aussi les essais. Et je vois le producteur arriver avec un grand sourire. Et je me suis dit, où c'est le pire pervers que la terre ait porté? Où c'est parfait. Parce qu'il nous souriait à toutes les deux. Et il me dit, vous faites le film, mais vous n'êtes pas toute seule à le faire. Pourquoi est-ce que vous disiez de cette scène que c'était celle que vous aviez Parce que celle-là, j'avais demandé à particulièrement- pas la tourner. C'est-à-dire que forcément, elle voulait tourner aucune des scènes qu'elle tournait et moi, aucune de celles qu'on m'avait données. Déjà que j'étais timide et il a fait une chose extraordinaire. Il me dit oh, j'ai pas envie d'être là, je vais aller me promener. Tu connais tout le monde, ça faisait 1 mois déjà qu'on tournait. Tu connais tout le monde. Bon, t'as qu'à dire moteur quand t'as envie de dire moteur. Moi, je vais faire un tour. Et je me suis retrouvée toute seule sur le plateau, toute seule avec l'équipe. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là, maintenant? Alors, bon, il y a un moment comme ça, pendant une demi-heure, je faisais rien. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, il faut bien que je le fasse. J'ai dit moteur. Alors, vous savez que cette émission, c'est 5 films choisis dans votre propre filmographie, 5 dans l'histoire du cinéma, dans le cinéma des autres. Et votre premier choix, en tout cas, c'est ainsi qu'on les a ordonnés dans le cinéma des autres, c'est Le voleur de bicyclette de Vittorio De Sica. Vous direz tout à l'heure, si vous voulez bien, pourquoi. J'aime ce cinéma plus que tout, c'est le néo-réalisme italien. De Sica, en plus, c'est cette qualité, comme beaucoup d'Italiens, de raconter des choses profondes et quelquefois légèrement, pas sur Le voleur de bicyclette. C'est un film grave, mais c'est un film incroyablement généreux, sur un homme qui était un aristocrate, qui est capable de faire ça, et Le jardin des Finzi continue. Oui, il y a beaucoup d'Italie dans votre vie, que ce soit dans votre carrière ou
dans votre vie personnelle. Des films comme celui qu'on vient de voir, vous les découvrez à quel moment? Au moment où vous avez déjà une carrière Non, je les accomplie, découvre. ou parce que vous êtes cinéphile, pardon? Pardon, non, je les découvre pas quand j'ai... à un moment donné, je vais plus à l'école quand j'ai 15-16 ans, parce que je vais le matin au cinéma. Sur le petit cinéma des Champs-Élysées, qui n'existe plus, ça commençait à 10h le matin. Et puis, mais quand je suis rentrée au conservatoire, j'ai commencé à aller à la Cinémathèque. Et j'ai découvert voilà, une toute petite partie, parce que ce n'était qu'une petite partie de l'histoire du cinéma. À partir du moment où on vous demande, où on vous choisit, on a dû vous dire nécessairement, si vous ne le saviez pas déjà, que vous aviez une plastique qui probablement séduirait l'œil de la caméra ou les metteurs en scène. Vous l'avez vécu comme un avantage ou comme, au contraire, un inconvénient que vous avez essayé de domestiquer, ou un peu des deux? Un peu des deux. Est-ce que vous avez dit ça va m'enfermer dans... Oui, mais pour tous les acteurs, c'est pareil. Michel Blanc, quand il commence dans Les Bronzés, il mettra du temps à jouer autre chose. Et c'est très, très loin de lui, Les Bronzés et Michel. Donc, il est normal qu'on vous identifie si c'est en plus un succès. Là, c'était un film qui a été vu mondialement. Je faisais ce qu'on me demandait de faire. Et puis, se trouve qu'heureusement, dans la vie, je rencontrais des gens ou des acteurs, justement, si on parle de Michel Blanc, comment arrive en fait Grosse Fatigue, c'est parce qu'il me connaissait, qu'on avait fait des choses ensemble, qu'on avait ri ensemble, et qu'il s'est dit, voilà, elle est juste pour faire ce rôle. Mais c'est des rencontres. Alors on va faire un saut dans le temps, Ouais. déjà, et dans votre propre carrière cette fois-ci. Thème qui va être illustré un peu par, qu'on vient d'évoquer, qui va être illustré un peu par ce qu'on va voir, puisque c'est Trop belle pour toi. Oui. Une femme sans importance, ça sera très vite fini. Je la connais. Non, Elle est belle. non. Elle est tarte. Elle est ordinaire. Ça veut dire quoi, ordinaire? Ou bien qu'elle ait quelque chose d'extraordinaire pour que tu la baisses. Tu la baisses pas? Si, Et c'est comment? Génial. Elle fait des trucs que je sais pas faire. Merde, alors tu me donnes envie de chialer, espèce de con. C'est qui cette fille? D'où elle sort? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Moi j'ai besoin de savoir, sinon je peux pas lutter. C'est un film qui me bouleverse toujours. Pas du tout parce que je suis dedans, parce que je trouve vraiment que c'est un très beau film. Il a l'avantage d'être écrit en pensant à moi. Quand il m'a appelé pour me demander de faire le film, éventuellement, je venais de passer pratiquement 2 ans à dire non à beaucoup de choses. Et il m'a appelé un matin en me disant « Je suis en train d'écrire un film pour Josiane, Gérard et toi ». Et j'ai pris un air très, très détaché, parce que j'aurais pu hurler de joie. Puis je me dis, non, je peux pas, ça va lui couper son désir si je manifeste à ce point-là ma joie. Donc je fais, oui, non, mais si tu en as envie, si ça te plaît. J'ai essayé d'être le plus détaché possible. Et j'ai raccroché le téléphone, et à ce moment-là, j'ai hurlé de joie, en me disant, ouf. On a parlé, vous n'avez pas fait beaucoup de comédie? J'en ai fait quand même. J'en fais régulièrement, de travaux à Grosse Fatigue, une que je viens de faire, une autre avant. Non, j'en fais régulièrement, mais moins que le reste, mais j'en fais tous les 2-3 ans, j'en fais quand même maintenant. Il y a une bonne alternance dans votre parcours de films légers, d'autres plus profonds. C'est une alternance que vous décidez ou que vous recherchez, ou ce sont les circonstances? C'est les circonstances qui font qu'aujourd'hui, les choix sont divers. C'est du profond. Voilà. On cherche quand c'est léger, on rêverait que ça soit Lou Beach. Rare, très difficile à faire, donc ça l'est pas. Et de temps en temps, voilà, il y a des mais il faut bien essayer. Il faut bien essayer de faire des premiers films. Et on peut se tromper. Voilà, c'est fragile, c'est difficile à faire en fait un film. Donc
moi, de mon côté, j'essaye de faire que les choses que j'ai vraiment envie de faire. Et puis, de temps en temps, on est déçu ou heureusement surprise. Alors, une comédie légère et une comédie faite avec très peu de moyens, mais beaucoup, je crois, d'ambition, que vous avez choisi dans le cinéma italien, qui s'appelle, son titre en français, en italien, vous le direz mieux que moi, Le déjeuner du 15 août. Ah, j'adore ça. Ecco fatto. Prego, signora. Mamma, guarda qui chi c'è. Ah, me l'hai portata, Ti porto grazie. le signore che vogliono vedere un po' di Maria, televisione. Accomodate. Carissima, che piacere. Mi fa piacere tanto Guarda, vederti. Senti, ma solo loro e Marina? Marina non sta bene, non sta bene, accomoda. Come non sta bene? Non sta bene, ha un po' di mal di testa. È vero o non ci sa? Non possiamo fare niente noi. Non ti preoccupare, ci penso io. Veramente? Ci penso io. Senti, Che cosa volete? Volete una camomilla? Io la prendo volentieri. La prendi volentieri? Va benissimo, Allora, va benissimo. ci pensi tu? Ci penso io. Mi raccomando il fuoco, eh? Va benissimo. Va benissimo. C'est un film que j'adore, qui court de rien à faire. Hein. Donc c'est vraiment... c'est l'écriture, c'est le scénario. Donc on peut faire des films encore aujourd'hui avec très très peu de moyens. C'est un homme qui se retrouve, puisque le 15 août en Italie est la fête la plus populaire de toute l'année, oui. Avec tous les parents, tous les mères âgées des gens qui s'en vont dans l'immeuble, ou son médecin, ou des gens qu'il connaît, ou son avocat viennent lui confier leur mère. Il se retrouve avec 5-6 vieilles dames et il doit s'en occuper parce que c'est comme des gamins. C'est délicieux, c'est charmant. Je l'ai vu plusieurs fois. J'aimerais savoir faire ça. Ça, voilà. C'est tout le Quand cinéma vous dites que savoir j'aime. le faire, c'est de quel côté de la caméra des deux? Ah, j'aurais aimé, oui, j'aurais aimé savoir écrire ça, savoir mettre en scène ça. Je rêve pas du tout, moi, de faire Inception ou des énormes machines. Non, mais je crois que vous n'aimez pas les films, enfin, vous n'avez pas de dilection particulière pour les films d'action. Enfin, non, c'est sauf pas ceux ce que de vous Scorsese. privilégiez. Voilà. Mais c'est pas vraiment des films d'action. À faire ou à regarder? Vous les mettez un peu en les retrait. films d'action, c'est épouvantable. Sauf pour les garçons, parce que je sais pas, même je suppose que de faire semblant de crapahuter ou semblant de tirer, je sais pas, il y a un truc de jouer au cow-boy. Je sais pas, ça les amuse. Mais alors moi, pas du tout. Et j'en ai fait un seul dans ma vie, ça m'a suffi. James Bond. Oui, je me suis ennuyée à mourir. On fait semblant de nager devant un bocal, on fait semblant de grimper une montagne, mais on crapahute par terre. C'est fait beaucoup forcément par les... Tous les films d'action ne sont pas nécessairement des films d'effet. Enfin, c'est vrai que souvent, c'est l'effet qui domine. Bah si, on est obligé, parce qu'on peut pas réaliser vraiment ce qui est tourné. Et il y en a j'en ai vu beaucoup, parce que j'ai 2 fils, donc forcément, dans leur enfance, je les accompagnais, donc j'en ai vu énormément. J'en ai vu certains très très bien faits. Je préfère me déguiser, je dis encore, je préfère faire la sorcière, moi, dans une adaptation, pas de dessin animé de Blanche-Neige. Voilà, je préférerais faire ça. Un personnage comme ça, un peu plus coloré. Alors on revient à vous, à votre carrière bien sûr, mais à Michel Blanc, dont vous avez parlé tout à l'heure, dont vous disiez qu'il vous avait proposé l'idée de Grosse Fatigue, ou en tout cas que tout ça avait été écrit, ça se voit d'ailleurs quand on voit le film, pour vous. Donc quand vous avez lu ça, est-ce que c'est l'idée, l'originalité de l'idée qui vous a séduite d'abord? Oui, tout de suite. Ouais. Tout de suite. C'est très original, effectivement. Ça aussi, c'est un bijou. Et Michel avait... moi, je savais qu'il avait un côté qu'on voit dans Monsieur Hir, qu'il a fait à ce moment-là, déjà avant de réaliser Grosse Fatigue. Il ne se rend pas compte que quand il tourne ses propres films, il y a quelque chose de très drôle et en même temps très cynique, très noir. Et je me souviens d'aller au montage de Grosse Fatigue, et lui riait devant les scènes, par exemple, des sosies, et moi, j'étais au bord des larmes. Et il me dit, tu trouves ça pas drôle? Je fais drôle, je sais pas, je dirais effrayant, sûrement. Il y a une tragédie dans le... Oui, ça provoque l'effroi.
Pas tout le temps, mais parce donc il était très inquiet en me disant, enfin si c'est pas drôle, je vais si c'est drôle. Enfin c'est drôle d'une certaine manière et il le perçoit pas, il perçoit pas beaucoup plus maintenant, mais quand même, il perçoit pas à quel point il est particulier. Mais ça vient, c'est souvent même chez les acteurs metteurs en scène, on sait pas bien qui on est. Un extrait de Grosse Fatigue particulièrement ciselé pour vous. De et avec Michel Blanc, bien sûr. Quel effet ça vous fait de me voir étendue devant vous, vulnérable, comme une proie sans défense? Carole, je suis Michel, je vous en supplie, croyez-moi. Quelle importance ça, qui vous êtes, qui je suis, tout ce que je vois, c'est 2 corps terriblement proches l'un de l'autre. Comment vous la trouvez-vous, cette soirée? Ben, je sais pas, douce comme une soirée de printemps. Moi, je la trouve moite et torride. Comme les nuits de Malaisie avant la mousson. On voudrait pouvoir arracher tous ces vêtements. On étouffe, j'étouffe. Vous ne le sentez pas? C'est votre ceinture, elle est trop serrée. Mais non, c'est ma vie qui est trop serrée. C'est toute cette comédie qui m'étouffe. Si tu savais comme j'en ai marre d'être glacée, inaccessible. Si tu savais comme j'en ai marre de faire peur. Moi, je rêvais de lambada brutale, de gros garçons en sueur et de fêtes de l'humain. Et surtout, de bras costauds qui vous emprisonnent, qui vous protègent, qui vous bousculent. On me prend en photo, on m'a admis, on ne me bouscule pas. Bouscule-moi, Patrick. Manque-moi de respect. Qu'est-ce que j'ai de moins que Balasco, putain? Je sais pas, Patrick. Vas-y, salaud, prends-moi comme une ouvrière. À propos de Balasco, à un moment donné, je me faisais souvent insulter en voiture et j'arrivais pas à sortir des insultes plus que... Elles étaient très courtes et peu imagées, enfin c'était... Peu efficace. Oui, très peu. Et alors j'avais demandé, tu veux pas m'écrire un texte que je vais apprendre par cœur? Je voudrais pouvoir sortir de ma voiture et faire 5 bonnes minutes d'insultes, mais vraiment, un truc qui fasse que l'autre soit vraiment cloué sur place. Et là, on a l'impression que vous êtes bien amusé en le faisant, pourtant j'imagine que c'est pas facile à faire. Non, c'est pas facile du tout à faire. Parce qu'il faut, bien sûr que c'est incroyablement jouissif à faire ça, c'est incroyablement. Et en même temps, il faut le faire pour de vrai. Je veux dire, ça ne marche pas. Hein, le second degré, il n'y a rien à faire la comédie. Et puis la comédie, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire, la comédie. C'est comme de l'horlogerie suisse. C'est vraiment, ça doit être d'une précision diabolique. Ouais, puis il y a une belle dérision, autodérision dans le texte. Oui, mais il faut le jouer de façon très sincère. Parce que sinon, on perd l'effet comique. Donc, c'est un travail, c'est vraiment un travail d'orfèvre, la Une comédie. scène comme celle-ci, ça peut se tourner combien de fois? On l'a pas, avec Michel, on ne tourne pas beaucoup. Donc, on l'a tourné 3-4 fois maximum. Les acteurs, quand ils deviennent metteurs en scène, tournent peu. Ils savent que La que ça nous difficulté, c'est tout de même de ne enquiquine. pas s'affaiblir au fil des prises. Quelqu'un qui vous demande 10 ou 15 fois la même chose, tout de C'est même parce qu'il cherche... quelque chose qu'il n'a pas encore Il vu. cherche une musique, senti. c'est-à-dire qu'il cherche lui-même. C'est comme vraiment, c'est quelqu'un qui crayonnerait. Et qui cherche la bonne couleur. Ouais. Celui qui vous dirige au sens étymologique, c'est pas celui qui vous donne l'indication la plus juste possible au départ. Ça comprend aussi celui qui se cherche à travers vous. Oui, ça a beaucoup de facettes. Encore une fois, ceux qui le font le mieux que j'ai rencontrés sont souvent des metteurs en scène qui ont été acteurs, car ils savent vous dire le mot juste qui va déclencher. qui n'est surtout pas de la psychologie, surtout pas, qui n'a rien à voir, qui est un truc technique, pratique. C'est comme une recette de cuisine, donc et qui va libérer, voilà. Et parce que, encore une fois, on revient à la peur. Il ne faut pas avoir peur. Donc, si tout d'un coup, vous avez le trac, c'est foutu. Hein. Si une espèce de pression vient et que vous vous sentez incompétent, paralysé. oui, donc ça, voilà, on perd cette liberté nécessaire à l'invention. Un très grand metteur en scène avec lequel vous n'avez pas tourné et dont vous avez choisi le dernier film, le dernier qu'il ait tourné, c'est Tarkovsky. Oui, j'aurais bien tourné. Le film, c'est Le Sacrifice, d'ailleurs avec dans la scène Valérie Mérès, si je ne me trompe pas, une actrice française évidemment.
Indépendamment d'être... c'est pas indépendamment, parce que ça fait... c'est très important dans l'œuvre de Tarkovsky, le cadre, la lumière, les couleurs. C'est un film, alors c'est le contraire d'un film d'action, ça. Ça me fait le même effet que quand je m'assieds, puisque je viens donc passer 3 mois à Venise et que j'ai pu m'échapper tous les jours et aller m'asseoir devant un Bellini, un Tintoret. Voilà, je contemple les films de Tarkovsky parce que c'est de l'ordre de la contemplation. C'est une recherche spirituelle, vraiment. C'est un des metteurs en scène pour lequel j'ai le plus d'admiration. Il faudrait un jour que j'arrive avec quelqu'un qui serait un technicien vraiment à décortiquer ces films pour comprendre comment il arrive à faire que ça marche et que ça soit si différent d'une manière de raconter, d'un récit. Mais vous regardez le cinéma davantage avec un œil de metteur en scène ou de photographe, enfin me semble-t-il, qu'un œil d'actrice. De comédienne. Vous êtes sensible à l'esthétique et à l'image. Énormément, mais je pense que beaucoup de comédiens sont comme ça. Je regarde jamais, oui, je regarde pas les rôles, je regarde pas du tout. J'aime tellement le cinéma, je regarde le film. Il y en a effectivement certains qui me plaisent plus que d'autres. Si on regarde donc le déjeuner du 15 août, là, on n'est pas du tout dans le même registre. Mais c'est un petit bijou d'écriture. Parce qu'il y a la richesse du thème, du sujet, du traitement. Tout ceci ne vous donne pas envie d'en fabriquer un vous-même, de film? Je ne sais pas faire. J'aime trop ce qu'on vient de voir pour oser parler pour parler, ajouter ma voix à celle des autres. Ou, enfin, si j'avais quelque chose à dire, je le ferais. Si je pensais que... Mais si vous avez un vrai sujet... J'en ai plein. Mais dont vous dites qu'il va pas se mais parce qu'un film, c'est des années pour le monter, pour le tourner, pour vraiment. Et donc il faut penser que seul vous pouvez le faire et ne pas perdre en chemin ce désir-là. Or moi, malheureusement, je suis versatile. Je sais pas, mon désir va là et là et là. Alors voilà, je me disperserai, j'aurais envie d'aller me promener, voir quelques merveilles dans le monde au lieu de continuer à creuser mon sillon. On va arriver à Double Messieurs, qui est un film très particulier, qu'il le reste, dont vous dites, enfin dont vous m'aviez dit d'ailleurs, qu'il avait été fait sans scénario. Il dit non, mais il a été fait sans scénario. J'avais un agent merveilleux, monsieur qui s'appelle Georges Baume, qui était l'agent de Delon, enfin Delon à ses débuts, un agent mythique, homme immensément cultivé de Visconti, là, et qui m'avait dit je viens de prendre une bière le matin très tôt avec un homme charmant, Carole, il faut absolument travailler avec. Je lui dis c'est quoi l'histoire? Et il me dit c'est l'histoire d'une femme. Je fais c'est vaste. Et mais il me plaisait tellement, il avait l'œil si vif, je me suis dit, on va y aller. Et pendant le tournage, donc j'ai reçu 3 pages donc de scénario. Qui n'est pas d'ailleurs nécessairement à l'arrivée vraiment l'histoire d'une femme. Du tout. Et alors il me faisait des coups pendables pendant le tournage. C'est quand je sais pas ce qu'on tourne demain. Tu veux pas écrire? Tu veux pas l'écrire? Mais pas du tout, enfin, je suis pas là pour ça, moi, non. Ah, il me dit, bon, bah, alors tant pis, on tournera pas. Je fais, comment ça, que tant pis, on tournera pas, c'est quand même pas mon film. Alors après, il me disait des choses qui m'ulcéraient. Il me disait, bah, tant pis, je sais pas, je vais appeler ma femme. Je fais, bah, va appeler ta femme pour lui demander ce qu'il faut écrire. Et vous avez dialogué vous-même des scènes? Oui, on n'a pas arrêté, oui. Vous allez me dire si la scène de Double Messieurs de Jean-François Stévenin, que nous allons découvrir maintenant, était dialoguée par vous, si vous en souvenez. Stéphane? Bonsoir. Je suis désolé, enfin, on est à peu près aussi surpris que vous. C'est un peu compliqué, mais finalement, c'est très simple. Non, mais d'abord, excuse-moi. Parce que... Non, mais écoute, d'abord, on se présente, hein? Stéphane! Alors, vous allez voir, c'est pas compliqué, hein? Alors voilà. Alors, Pierre et André, vous voyez? De la revue Jardin et Maison. Vous connaissez cette revue?
Alors, justement, votre maison a un petit peu le profil, vous voyez, de ce qui nous intéresse pour faire un petit reportage, vous voyez, sur les jardins les mieux plantés, puis les maisons les mieux... Avec votre permission, bien sûr. Vous savez, la vie a des... Là, c'est pas moi, c'est eux. Ça paraît très écrit quand on le voit. Oui, ça c'est très écrit. Non, non, ça il l'a écrit la veille ou le jour même du tournage. Non, il écrit très bien, Jean-François. Mais quand tout d'un coup c'est moi qui devais parler, il me refilait voilà. J'avais des devoirs à faire le soir. Vous avez un rapport facile avec votre propre image. Vous revoyez volontiers ou facilement vos films. Non, j'aime pas ça du tout. Mais c'est pas... Voilà, j'aime pas penser... J'aime pas le passé est passé. Voilà. Vous avez l'impression d'avoir fait des progrès? Oui, heureusement. Mais les progrès viennent de... On va reparler de ça, du manque de trac. Voilà, je n'ai plus le trac, j'ai plus peur. Donc c'est plutôt la désinhibition, oui. L'habitude. Oui, qui fait que tout d'un coup on ose. C'est la seule chose dans notre métier, au fond, que ça soit sur une scène de théâtre ou sur un plateau de cinéma, c'est d'oser. Et pour ça, il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur des autres. Il faut se dire que tant pis, on est mauvais, c'est pas si grave. On sera mieux dans 1 heure ou demain, quelquefois on n'y arrive pas. Voilà. Parce que là, il y a à peu près 15 ans d'écart entre la scène de Buñuel qu'on a vue tout à l'heure et ce film-là. Vous sentez une différence dans le degré d'inhibition qui était le vôtre? Parce qu'en tout cas, à l'écran, ça ne se voit pas. Il y a une différence, il y a une grande différence. Ma grande surprise, parce que j'ai revu 10 ans après à peu près le Buñuel, j'avais vraiment pas la moindre idée. Et je comprends un peu mieux quand il avait fait les essais en me disant mais j'étais pas si gourde que ça. Donc vous avez trouvé plutôt mieux que... Mais beaucoup mieux que... Mais je le savais pas. Tant mieux, j'aurais été odieuse peut-être. Donc c'est pas grave. Mais oui, je me suis dit mais... C'est incroyable, malgré la peur, je bougeais effectivement devant une caméra comme si c'était naturel. Alors vous parliez de vos inhibitions à vos débuts, par rapport à la scène ou à la caméra. Lorsque vous avez fait de la scène, au début... j'étais mauvaise. Là, j'étais mauvaise. Donc l'inhibition était plus forte. Là, la première fois, l'autre jour, quelqu'un me l'a rappelé, non pas que j'étais mauvaise, mais je suis allée à l'Athénée voir Adriana Asti jouer Oh les beaux jours de Beckett, que d'ailleurs je veux jouer. C'est la 2e fois que j'ai aimé un désir. J'ai joué Bérénice de Racine, que j'ai voulu jouer. Je veux jouer Oh les beaux jours, et n'étant pas une vieille dame, parce que je crois que c'est un texte à jouer, surtout pas justement si on est une vieille dame. Il ne l'a pas écrit pour ça d'ailleurs. Bref, enfin, diversion. Je me retrouve à l'Athénée et un monsieur m'accueille et me dit « Vous vous souvenez que c'est là que vous avez fait vos premiers pas au théâtre ?» Je dis « Oui, je me souviens, j'avais oublié. » Vous aviez vraiment oublié? Quand je suis allée au théâtre, sur le moment, l'Athénée, j'ai oublié que j'avais joué dans cette... Voilà, que c'était la première fois. Il me dit, mais nous, on a un souvenir ébloui. Je dis, vous êtes bien le seul, parce que j'étais vraiment mauvaise. Vraiment, tellement j'avais peur. Alors là... Alors, on revient à vos choix chez les autres, enfin, dans le cinéma des autres. Vous avez choisi un Fassbinder sur un thème qui a d'ailleurs été traité assez souvent, notamment... dans le film qui s'appelait Devine qui vient dîner avec Sidney Poitier. Que grâce à vous, j'ai regardé de nouveau. Enfin, on est très loin quand même. Hein. Peut-être pas sur la thématique. Ah bah non, oui. Tous les autres s'appellent Ali. Fassbinder, 1974. Warum weinst du? Weil ich so glücklich bin auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite halte ich das alles nicht mehr aus. Dieser Hass von den Menschen, von allen, Manchmal wünsche ich mir, ich wäre mit dir ganz allein auf der Welt und keiner um uns herum. Ich tue natürlich immer so, als macht mir das alles gar nichts aus. Aber natürlich macht es mir was aus. Es macht mich kaputt. Keiner sieht einem mehr richtig ins Gesicht.
Alle haben immer so ein widerliches Grinsen. Lauter Schweine. Lauter dreckige Schweine. Ça, c'est un de mes regrets. Quand ce film est sorti, j'ai eu un choc visuel, indépendamment du thème. C'est le premier qui tourne avec certaines couleurs dont on a dit après qu'elles appartenaient par exemple à Almodovar. Non, lui a commencé bien avant, des bleus, des jaunes, des verts, des rouges, c'est-à-dire saturés, et c'est très important dans sa mise en scène. J'étais éblouie, moi, par ce film, complètement. Et le seul metteur en scène où j'ai osé dire que j'aimerais travailler avec lui, c'est lui. Et on devait travailler ensemble, ça s'est réalisé. J'ai fait un film avec un autre metteur en scène allemand qui s'appelle Werner Schröter. Et quand nous étions à Cannes pour présenter le film de Werner Schröter qui s'appelait Le Jour des Idiots, qui était en compétition officielle, à ce moment-là, j'ai rencontré Fassbinder qui m'a demandé de faire 2 films avec lui, un en tant qu'actrice et l'autre en tant que metteur en scène. Et puis, c'est pas la peine d'énoncer ses désirs, ça sert à rien. Il est mort quelques jours après. Je ne le faisais pas avant et je ne l'ai plus jamais fait parce que la vie décide. Mais voilà. Vous auriez la liberté et toutes les occasions de le faire, tout de même d'énoncer ce que vous souhaitez. Oui, mais si ça se réalise pas, j'ai pas la force ni l'envie d'être déçue. Ça, je le savais très jeune. Donc, une seule fois, j'ai dit, j'avais à ce moment-là un agent américain, parce que quand j'ai dit Fassbinder, j'habitais à New York à ce moment-là, c'était juste après le Buñuel. Il me disait, oui, c'est un peu comment ça vous travaillez? Je refusais tous les films américains qu'on me proposait, des comédies avec des gens merveilleux, mais ça ne me faisait pas envie. Et je disais non. Moi, c'est Nicolas Roeg qui avait fait un film à ce moment-là qui me plaisait beaucoup avec David Bowie, Fall from Earth, et puis Fassbinder. J'avais 2 marottes et il me disait oui, enfin avec ça, je sais pas, oui, c'est ça qui me fait rêver. Mais c'est les 2 seuls moments où je l'ai dit, je l'avais pas dit avant. De même que quand j'ai fait le film de Buñuel, jamais je me suis dit j'aimerais travailler avec tel et tel et tel metteur en scène. Vraiment parce que pourquoi souffrir si ça ne se fait pas? Et quand vous dites que vous avez refusé des comédies américaines, c'est parce que vous trouviez le genre léger ou que le contenu Parce que je savais que j'allais jouer des gourdes. C'était par exemple un film avec Peter Sellers, donc des choses bien, mais bon, j'avais... C'est de la comédie raffinée. Enfin. Oui, mais moi, j'avais pas cette liberté-là pour en profiter. Et dans les choix que vous avez faits pour cette émission, il y a, sauf erreur de ma part, aucun film américain. Oui, j'aurais pu. Donc c'est pas un choix, pas une abstention raisonnée. Ah non, parce que j'aime tous les films américains faits par des Européens, je dirais, jusque dans les années 50, pratiquement, puisque c'est eux qui font le cinéma américain. Et puis à partir d'un moment, j'ai une passion, par exemple, pour Scorsese. Pour moi, c'est un des grands metteurs en scène. Si on faisait un panthéon, il fait partie des génies du cinéma. Avec quel film de Scorsese que vous mettriez en exergue? Plus que tout, je dirais Les Affranchis. Ou Taxi Driver, probablement meilleur qu'un film comme Les Infiltrés. Taxi Driver, étrangement, il faudrait que je le revoie, m'a fait un peu peur. Mais il provoque ça, hein, Scorsese, c'est ça que j'aime chez lui, c'est qu'il provoque l'effroi intelligemment, je vais dire, vraiment, avec rien en plus. Hein. Il parle tellement bien de ce monde, il parle de la vitesse, de l'accélération du monde, particulièrement bien. On revient à vous, et avec un film qui s'appelle Nord-Esté, dont vous allez nous dire quelques mots après l'extrait, qui est un film qui est une quête vers, qui est le récit d'une quête vers l'adoption. Siéntese, por favor. Gracias. ¿En qué puedo ayudarla? No sé por dónde empezar, perdóneme. Vine acá por adoptar un hijo y tuve una experiencia muy fea. Y como sé que usted se ocupa de niños, quisiera hablar con usted. Ya. Es un asunto muy difícil, muy delicado.
¿Usted sabe que a esta ciudad la llaman la capital del tráfico de niños? Non. Acá luchamos contra esos hijos de puta. 2 mois, j'ai découvert que j'aimais les humains grâce à ce film, avec des anacondas, des piranhas et des crocodiles. Parce qu'on est allé à la fin du film à Buenos Aires. Mais tout le début, pendant 2 mois, s'est tourné dans une propriété au nord-est de l'Argentine, qui est un des endroits les plus pauvres, et effectivement, qui est une plaque tournante pour le trafic d'enfants. Vous avez choisi le film, j'imagine, à cause de son thème, Oui. pas seulement à cause de l'épaisseur du rôle, puisque vous êtes très engagé pour la cause de l'enfance. Et l'adoption est une démarche que vous soutenez à travers l'association dont vous êtes la porte-parole. Ce dont on s'occupe plus que tout, c'est la protection de l'enfance. Donc l'adoption en fait partie, mais ce n'est pas notre spécialité, si je puis dire. La spécialité, malheureusement, c'est un drôle de mot que j'accole à ça, c'est la maltraitance des enfants. Mais vous avez choisi le rôle en fonction du thème ou non, pas du tout. À cause de son épaisseur? À cause du metteur en scène, parce que je trouvais au départ, ce qui n'était pas du tout à l'arrivée, mais je trouvais que le scénario au départ était un peu gnangnan, un peu mou. Vous mais lisez, quand vous j'ai lisez vu... vous-même ou vous Oui. faites lire d'abord? Non, je lis moi. Et quand j'ai vu le metteur en scène qui est arrivé avec son... D'abord, je ne m'attendais pas à ça du tout. Argentin, arrivé un grand gaillard, on aurait dit un surfeur américain, alors qu'il est argentin, avec une force, un colosse. Et puis, dans son ordinateur, il y avait des images de son pays. C'est le fils d'un grand metteur en scène, mais qui a aussi fait beaucoup de politique, qui est Pino Solanas. Ils sont arrivés en France parce que la junte avait tiré sur son père. Et il avait blessé gravement. Ils lui ont dit, la prochaine fois, ça ne sera pas grave. C'est-à-dire, bon, donc, pour des raisons politiques, comme beaucoup, ils se sont réfugiés en Europe. Et lui avait choisi la France. Et non pas l'Espagne. Et Juan a grandi à partir de l'âge de 14 ans en France. Et quand son père est rentré, il est devenu d'ailleurs député, tout en continuant de faire des films, Juan a décidé de rester en France. Et quand j'ai vu dans son ordinateur les images qu'il me montrait, la fascination qu'il avait pour son pays, pour l'Argentine, la beauté de ce qu'il me montrait, qui n'avait rien à voir avec l'histoire racontée, je me suis dit, je le suis. Parce que ça va être un film initiatique pour lui. Moi, je verrai bien ce que j'y trouve. Ça m'amusait de... En plus, ce qui s'est passé, justement, c'est que j'improvise en espagnol, qui est une langue que je parle quand même assez mal. Donc, ça donnait quelque chose presque comme un reportage, ce qui n'est pas loin du film, ce que je lui ai demandé tout de suite quand on est arrivé, quand j'ai vu ce qu'il voulait faire. Mais c'était une très belle expérience. Vous n'avez pas peur de vous faire mal parce que c'est un tournage dont on voyait d'emblée qui s'annonçait pas facile. Oui, mais non, ça c'est des aventures. Il y a au contraire, ça c'est des cadeaux. Il n'y a rien de mieux que de partir à l'aventure. Si c'est pour vivre ce que je dois vivre tous les jours ou ce que c'est pas la peine de faire du cinéma. On va terminer avec Fellini. Ah oui. Non pas comme metteur en scène, c'est-à-dire dans sa posture la plus attendue, mais avec Fellini comme acteur. Dans un film de Rossellini. Dans un film de Rossellini, qui est le dernier de ceux que vous avez choisis. Bello che sei, che felicità, che gioia, San Giuseppe mio. Tu sei il santo più buono che io conosca. Sì, perché se no il Signore non ti avrebbe affidato la Madonna col bambino. E allora fammi la grazia. Non hai già fatte tante. Tutto mi hai fatto dare, tutto. Che gentilezza. Come ti facevo una preghiera, se chiedevo qualche cosa subito me lo facevi dare. Qui, questo è il vestitino che mi hanno regalato le monache. Quello che ti ho chiesto, ti ricordi? E mo mi danno pure la minestra calda e mi hanno acconciato pure per dormire. Ah, io non chiedo mai niente agli altri santi, no. No, ma tu però non mi fare scherzi. No, io lo so come succede. Che a un certo momento tu sparisci e io resto qua sola. San Giuseppe mio bello, tu mi devi portare lassù con te, nell'alta patria. Il est beau, hein. J'aurais adoré tourner ce film. Moi, il y a peu de films où je me dis, tiens, j'aurais aimé faire ça plutôt que... J'aurais aimé faire partie de cette aventure. Ils l'ont écrit ensemble.
c'est le cinéma que j'aime le plus, c'est le cinéma presque de Rossellini. Je dirais que j'aime le cinéma italien, bien sûr. J'aime les films de Visconti, mais je préfère le néo-réalisme. Voilà. Vous êtes dans votre époque. Si vous aviez le choix abstrait et virtuel d'une époque, une époque de cinéma que vous auriez voulu traverser, c'eût été l'époque d'aujourd'hui ou celle-là? Non, celle-là. J'aurais adoré vivre ça. Je trouve qu'ils sont cinématographiquement, intellectuellement, politiquement, tellement justes, tellement forts, tellement libres. Quand vous pensez que vous avez aussi bien Fellini que Rossellini, que Pasolini, que De Sica, ensemble, amis. Oui, c'est comme une école littéraire ou un foyer. Oui, j'aurais aimé être là et les regarder faire, en tous les cas. Le personnage qui vous manque, que vous avez vraiment envie d'interpréter, que ce soit à la scène ou à l'écran? Rien, sauf que l'autre jour, je vous dis, j'ai revu Les Beaux Jours de Beckett, c'est pas une franche comédie, et que je me suis dit que je voudrais le jouer, car je n'avais pas compris, c'est un texte qu'on comprend mal, je pense, quand on a 20 ans, à quel point c'était la répétition désespérante des petits rituels de bonheur, rituels du quotidien qu'on se fait, et la solitude dans un couple. Et je trouve ce texte particulièrement... Voilà, j'aurais envie de le jouer. Ben, on vous souhaite de le jouer la saison prochaine. Merci, Merci. Carole Bouquet, merci beaucoup.